Geneviève Jacques, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Dolores nous rejoint pour... Vas-y, installe-toi, on a notre temps. Pour parler de cette fameuse loi Asile-Immigration que vous connaissez bien. Vous êtes présidente de la CIMAD depuis 2013 et vous militez depuis de nombreuses années pour le droit des réfugiés. Nous allons y revenir, mais avant, un petit rappel sur ce qui s'est passé hier soir à l'Assemblée nationale. Après une semaine de débats très tendus, le très controversé projet de loi Asile et Immigration a été adopté vers 23h en première lecture à l'Assemblée nationale. Après 61 heures de débat, l'examen de 999 amendements, le texte porté par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a été adopté par à peine 40% des députés. 228 députés ont voté pour, 139 contre et 24 se sont abstenus, dont certains députés de La République En Marche. Sans surprise, ce sont les députés Nouvelle Gauche, communistes, France Insoumise, les non-inscrits et les Républicains qui ont voté contre. Le texte, donc porté par Gérard Collomb, a été vivement critiqué par les élus de gauche qui le jugent inhumain et par ceux de la droite pour qui le texte est beaucoup trop souple. Donc, notons tout de même qu'hier, 186 députés sur les 177 étaient absents de l'hémicycle et que donc 99 élus de La République En Marche, ce qui n'est pas rien, n'étaient tout simplement pas là. Ce texte est donc le plus mal voté de l'ère Macron. Et d'ailleurs, Jean-Michel Clément, un ex-député socialiste élu République En Marche l'année dernière, a voté contre la loi et a quitté le groupe de la majorité parlementaire avant de tweeter, je le cite, « Finalement, cette loi Asile et Immigration aura été une formidable tribune pour le Front National. C'est lui qui sort gagnant de ce débat en mêlant asile et immigration. » Donc, nous allons revenir plus en détail sur les différents amendements de cette loi avec vous, Geneviève Jacques. Mais avant, je voudrais rappeler que la CIMAD, comme on en a déjà parlé pendant ces dernières semaines, s'est fermement opposée à cette loi Asile-Immigration vous avez mis en place un code de la honte. Est-ce que... Une opération autour du code voilà, de la honte. Code de la honte, un code de la route détourné en code de la honte. Alors, je voudrais avoir d'abord votre première réaction sur le vote de cette loi. C'est pas absolument inédit. On s'attendait à ce qu'il y ait un vote. Le fait qu'il soit à une si courte majorité est très significatif de la gravité des enjeux et qu'il y a toute une partie, y compris des Républicains En Marche, qui ne se sont pas reconnus dans cette loi qui, loin d'être équilibrée, est largement déséquilibrée du côté d'une vision plus répressive, dissuasive, et qui finalement va avoir comme conséquence une aggravation pour des milliers de personnes étrangères. Alors, revenons à ce qui a été voté hier. C'est un petit peu technique, je vais vous le citer. Alors, il y a eu beaucoup d'amendements, j'en ai sélectionné quelques-uns, et vous allez nous expliquer pourquoi les conséquences donc, sont inquiétantes. Je cite donc la réduction de 120 jours à 90 jours du délai pour déposer une demande d'asile après l'entrée en France, l'allongement à 90 jours de la durée de rétention, la réduction d'1 mois à 15 jours du délai de recours à la Cour nationale du droit d'asile, le développement des audiences par vidéo, donc à distance, et l'augmentation de la durée maximale de rétention qui est portée de 45 à 90 jours. Est-ce que vous pouvez nous dire, Geneviève Jacques, donc, quelles vont être les conséquences de ces amendements? Voilà, il y a dans ces points qui sont en effet les points qui ont été les plus débattus, les plus problématiques et qui consacrent le plus les reculs des droits que composent d'autres dispositions de cette loi. Concernant le droit d'asile, comme vous l'avez dit, la réduction du temps pour pouvoir déposer un dossier qui est actuellement de 120 jours, la réduire à 90 jours, ça signifie que des personnes qui viennent d'arriver par définition, qui, pour beaucoup d'entre elles, viennent de subir un parcours migratoire absolument dramatique, ceux qui sont passés par la Libye, l'Italie, la Méditerranée, etc., vont devoir, dans un temps très court, comprendre les procédures très compliquées de la demande d'asile en France et surtout devoir comprendre toute la procédure pour pouvoir atteindre même l'OFPRA qui examine les demandes d'asile. Donc cette première démarche risque d'avoir comme conséquence
que les plus vulnérables, les plus isolés, ceux qui ne sont pas accompagnés par des associations, vont rater ce délai de 90 jours. Et donc, leur demande d'asile, alors que ce sont des gens qui demandent une protection internationale, va être traitée en procédure accélérée, c'est-à-dire avec moins de garanties. Donc, c'est un premier signe que on veut empêcher, on veut réduire l'accès au droit d'asile. Le deuxième aspect très préoccupant, c'est non seulement l'accès au droit de déposer une demande, mais aussi la réduction du délai pour déposer un recours pour ceux qui n'ont pas obtenu le droit d'asile par l'OFPRA, en première instance. Donc là, on peut faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Là encore, la réduction de 1 mois, qui est déjà très court, à 15 jours, c'est pratiquement, c'est très très difficile. Vous imaginez qu'en 15 jours, il faut rassembler des preuves qu'il faut souvent aller chercher dans son pays. Il faut d'abord trouver une association ou des avocats qui vont expliquer la procédure, qui vont aider à rédiger le recours en français. Et ça va avoir encore comme conséquence qu'un grand nombre de personnes, encore une fois, les plus isolées, les plus vulnérables, vont rater le délai de recours et donc ne pourront pas avoir cette possibilité d'être défendus. C'est pour ça que nous parlons de réduction des droits et de l'accès aux droits. Et alors que le ministre a beaucoup communiqué sur le droit d'asile qui était très bien défendu, on voit par ces mesures qui apparaissent comme techniques que, en fait, il y a une réduction à la fois des droits et une multiplication des obstacles pour accéder à ces droits. Ensuite, la rétention. La rétention, ça c'est pour les personnes, pas tous de demandeurs d'asile, bien évidemment, ou déboutés de l'asile, mais toutes les personnes qui sont arrêtées par malchance et par hasard et qui n'ont pas de papier, voilà. Et qui n'ont pas les papiers en règle. En général, ils ont beaucoup de papiers, hein, mais pas les papiers, pas les papiers de séjour, et qui se voient donc placés. Donc, on ne parle pas de personnes qui ont commis des délits. Ça, c'est une autre question. Mais de personnes qui n'ont pas les bons papiers, les papiers en règle, simplement. En règle, et qui sont placées en centre de rétention administrative. Là, l'augmentation du délai, le doublement du délai maximum, qui est actuellement de 45 jours, pour le passer à 90 jours, est non seulement absurde, du point de vue de l'efficacité, c'est pas ça qui nous anime, hein, du point de vue de l'efficacité, mais aussi du point de vue humain. Du point de vue de l'efficacité, la CIMAD est présente aux côtés des personnes étrangères dans les centres de rétention depuis le début, donc depuis plus de 30 ans. Et nous constatons, et toutes les associations qui constatent la même chose, c'est que si une personne n'est pas reconduite dans son pays, expulsée au bout de 15 jours, elle a très 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 peu de chances de pouvoir être expulsée après, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas obtenu de son pays d'origine un laissez-passer. Et donc, quelle est la signification d'enfermer pendant 90 jours des personnes alors que le gain de ces 45 jours de plus apportera peut-être 1% d'expulsion en plus et apportera des souffrances que, je pense, les personnes qui ont adopté cet amendement ne mesurent pas ce que ça veut dire d'être derrière des barreaux pour des gens qui n'ont rien fait, qui voient leur vie brisée, et pire encore, cet amendement qui n'a pas été accepté, même d'y mettre des enfants. Imaginez ce que ça signifie pour des enfants d'être dans un lieu comme ça. Là, on a parlé des amendements qui ont été votés. Il y en a un qui est très marquant, qui n'a pas été voté, c'est l'interdiction de la rétention des mineurs. Je vais rappeler des chiffres qui ont été donnés par Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui s'est alarmé de cette situation en commission des lois il y a peu de temps. Il a rappelé qu'en 2017, 275 enfants, dont de nombreux nourrissons, ont été enfermés par la France, ce qui est presque autant sur l'année 2017 qu'en 2012, 2013, 2014 et 2015 réunis. Donc, sur cette question de la rétention des mineurs, qu'on mette des enfants derrière des barreaux,
comment se fait-il que les députés aient pu ne pas voter pour une chose qui paraît comme un droit fondamental? Sur cette question, et je crois même que c'est plus que 275, la CIMAD en a compté 305. Bref, c'est beaucoup. Alors qu'il y en avait 40 en 2014. Hein. C'est beaucoup trop et c'est inadmissible. La France a été condamnée 6 fois par la Commission européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain. Alors, vous vous rendez compte, la France condamnée pour ça. Il y a eu des mobilisations vraiment très larges pour demander l'abrogation du placement d'enfants en centre de rétention. L'argument que nous avons entendu et qui a été défendu, c'est de dire « Ah, mais attendez », toujours ce soupçon, « Ah, mais attendez, si on ne peut pas placer des familles avec enfants, eh bien alors, tous les exilés vont venir avec leur famille. Comme ça, ils seront sûrs de ne pas être placés en centre de rétention. » Vous voyez cette façon de détourner, de soupçonner de cette façon-là, sans penser que l'intérêt fondamental, c'est quand même ceux de gamins qui se trouvent derrière des barreaux, ceux qui sont au Ménil-Amelot et dans beaucoup d'autres centres de rétention, c'est au bout de pistes d'aéroports, avec toute cette tension qu'il y a dans les centres de rétention, c'est vraiment incompréhensible. Alors certes, on nous a dit, bon, il va y avoir une commission qui va étudier cette question, mais encore une fois, c'est le soupçon, c'est la peur de la fraude qui amène à de telles dérives qui se traduisent par vraiment des choses aussi inacceptable que d'enfermer des enfants en centre de rétention. Alors, il y a un amendement dont La République En Marche est félicitée, c'est qu'elle a allégé le fameux délit de solidarité, mais elle ne l'a pas supprimé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'est bien passé, c'était le dernier jour, ça s'est terminé par une petite note positive. Qui a été votée par tout le monde pour le coup. Nous pensons que ça va dans le bon sens. Ça augmente le nombre des exemptions retenues pour ne pas être passible du délit de solidarité qui existait dans la loi précédente. Mais nous disons, nous, ce que nous demandons, et ce que tous les défenseurs des droits de l'homme demandent, c'est un article beaucoup plus clair et beaucoup plus simple qui dise clairement que ne sont passibles de délits et du délit et des condamnations qui sont prévues que les personnes qui tirent profit du passage ou bien de l'exploitation des migrants. Point barre. Et que tous les autres qui font différents types d'actions, par solidarité, par humanité, comme c'est le cas, doivent être a priori exclus. Là, on risque d'avoir encore des cas où ils vont essayer de trouver. Mais le plus grave sur cette question du délit de solidarité, c'est que on a vu un nombre assez important d'aidants solidaires de ces dernières années, et en particulier cette dernière année, qui étaient poursuivis pour d'autres règles ou d'autres aspects ou d'autres lois que ce délit-là. Par exemple, et c'était le plus absurde, vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans, cet Anglais qui avait aidé à faire passer une petite fille pour rejoindre ses parents en Angleterre, eh bien, il n'a pas été accusé de délit de solidarité, mais de ne pas avoir mis une ceinture à la fillette. Enfin, c'est un autre type de délit qu'on est allé chercher pour maintenir cette pression à l'encontre d'aidants solidaires. Et là aussi, ça traduit une orientation qui est tout à fait détestable et qui n'a fait que s'aggraver malheureusement au cours de l'année dernière.